Bonjour à tous sur la chaîne de Celtazar Druide. Donc cette fois-ci vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter les cartes, enfin celles qui sont déjà révélées de la nouvelle extension qui va arriver. Mais avant cela, je tiens à préciser quelques points sur cette extension qui va sortir et que j'apprécie, qui est que pour cette extension ils vont offrir 2 boosters, bon, ça ok, mais aussi ils vont offrir la carte Toon. Alors, c'est Toon. Qu'est-ce que c'est comme carte? Je la présenterai. C'est la première d'ailleurs que je présenterai. Mais clairement, là, c'est avec les cartes qui sont sorties actuellement, on comprend qu'ils vont essayer de créer une synergie autour de cette carte-là. Donc, l'extension étant les dieux très anciens. Donc, la première carte, donc, c'est Toon. Donc là, c'est vrai qu'on voit pas forcément très bien, mais je peux vous le lire. Donc comme vous pouvez voir, c'est Toon, c'est une 6-6 pour 10, stat faible par rapport au coup, et qui a pour quête guerre inflige des dégâts égaux à l'attaque de ce serviteur, répartis aléatoirement entre tous les adversaires. Alors, sachant qu'il y aura des cartes qui permettront de le booster, et pas seulement quand il est dans la main ou en jeu, donc ça c'est très important à savoir. Donc cette carte là, comment dire, c'est certes c'est un tour 10, donc c'est assez lent. Alors beaucoup diront tour 10, la partie est déjà pliée, etc. Oui non, c'est-à-dire que là dans la méta actuelle, effectivement, il arrive assez rarement qu'on arrive plus loin que le tour 10. Je dis assez rarement parce que si vous regardez mes vidéos, vous vous rendrez compte que atteindre le tour 10, c'est pas forcément quelque chose qui me pose problème. C'est tout dépend du deck qu'on construit. C'est plutôt que dans la méta actuelle, ça a tendance à être plutôt du tour 4-5. Pourquoi? Parce que tout le monde joue aggro. Pourquoi il joue aggro? Parce que c'est plus rapide. C'est tout. Hein, vous commencez à jouer contrôle, vous allez pouvoir tenir tour 10. Hein, c'est parce que si vous jouez contrôle, vous prenez tout ce qui permet de contrer les aggros, de les ralentir, etc. Au pire, vous tombez sur un aggro qui concède tour 5. Mais voilà. Donc pourquoi est-ce que pour moi Toon peut être très fort? Bah, déjà, ça va dépendre des cartes qui vont arriver, mais si on voit rien qu'avec les cartes à côté, que si vous vous amusez à lire un petit peu avant, qu'on peut facilement déjà la faire passer 12-12. J'ai presque envie de dire, voilà, c'est minimum, vous pouvez la faire passer 12-12 sans problème. C'est pas... Pour moi, c'est pas le plus gros souci. Et du coup, jouer une 12-12 pour 10 qui inflige 12 points de dégâts répartis aléatoirement entre tous les serviteurs adverses, même si ça va pas vous faire gagner la partie, ça va quand même faire très très mal à l'adversaire. Je veux dire, il aura une 12-12 à gérer, plus le fait que son board se sera quand même pris pas mal de dégâts. Donc voilà. Pour moi, c'est une carte qui peut être puissante, mais qui en même temps ne va pas être, dans le but ne va pas être forcément de la jouer, mais plutôt de réussir à la booster pour bénéficier d'effets d'autres cartes. Et ça, on y viendra juste après. Donc ensuite, nous avons l'annonciatrice. Ah oui, donc du coup, ces cartes-là, vous êtes donné d'office. Donc ce qui est bien parce que on va voir, il y a beaucoup de cartes qui tournent autour de ces toons. Et du coup, c'est bien qu'il donne directement cette légendaire-là. Parce que sinon vous auriez eu plein de cartes qui vous auraient servi à rien tant que vous n'aviez pas la légendaire. Donc le fait qu'il la donne, c'est bien. Je trouve ça bien de leur part. Ensuite, on a l'annonciatrice du mal. Alors, c'est une 2-3 pour 2, donc stat correct pour son coup. Et qui a pour quête guerre, donne plus de plus 2 à vos 7 toons. Où qu'il soit. Donc qu'il soit en jeu, dans votre main, dans votre deck, elle donne plus de plus 2. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le seul moment où ce genre de carte là pourrait être un peu moins bien, au fait, c'est en fin de partie, une fois que vous avez joué le Setoon. Donc voilà, si vous voulez jouer en début de partie, c'est parfait. C'est en milieu de partie, ça peut encore être utile. Voilà. Donc une carte qui a des stats correctes, qui vous booste votre Setoon, et donc du coup qui va être plutôt dans la combo Setoon. Ensuite, on a l'ancien du crépuscule, qui est une 4 pour 3, donc pareil, stat correct pour le prix, et qui à la fin de votre tour donne +1/+1 à votre Setoon, où qu'il soit. Donc ça pareil, je trouve plutôt bien, enfin,
bien dans le sens où on est toujours dans la mécanique du Setoon. Après, bien sûr, faut réussir à tenir. Si notre but c'est de jouer Setoon boosté, faut réussir à tenir jusque là. Mais si notre but c'est tout simplement réussir à utiliser toute la combo qui est autour du Setoon, ça pose pas de problème. C'est du moment qu'on arrive à le faire passer à 10 points d'attaque, c'est largement suffisant. L'objectif sera rempli. Donc là, on voit quand même une volonté forte de Blizzard de vouloir jouer autour du Setoon. Ensuite, on a le robot de soins incorrompu qui est une 6-6 pour 5, stat plus qu'Honora pour son prix, et qui a un râle d'agonie inflige 6 points de vie au héros adverse. Alors après c'est un mecha. Alors faut savoir que la mécanique du mecha va avoir tendance à se prendre quand même un gros coup à cause du fait que à la sortie des dieux très anciens, c'est GVG va partir et Nastramas aussi. Donc déjà ça veut dire que du coup toutes les cartes qui tournaient autour des mechas, qui étaient arrivées avec GVG, vont disparaître. La seule carte qui pourrait trouver un intérêt avec qui pourrait rentrer plus ou moins en combo avec ce mecha là, je pense entre autres au Babouin, Gori. Mais voilà, c'est le problème, c'est que le Gori, qu'est-ce qu'il va vous proposer comme mecha? J'ai pas toutes les cartes en tête, il faudrait que je regarde, mais ça serait quelque chose à voir. Mais voilà, plus le dropback qui rend 8 points de vie au héros adverse, ça fait comme le zombie show, donc la 2-3 pour 1 qui donne 5 points de vie à l'adversaire quand il meurt. Sauf que le problème, c'est que c'est une 6-6. Donc déjà on voit tout de suite Prêtresse au Kenai qui fonctionnait de la même manière avec le zombie show, c'est-à-dire on tue le zombie show, l'adversaire se prenait 5 points de dégâts. Là on tue le robot, l'adversaire s'en prend 8. Mais le problème c'est que il a 6 points de vie. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord l'endommager dans un premier temps avant de pouvoir vraiment espérer le tuer. C'est-à-dire que voilà, en gros le problème c'est que il sera plus difficile à tuer que le zombie show. Le zombie show était très facile à tuer. C'est le prêtre avait cercle de soins, il avait aussi mot de douleur. Oui, je crois que c'était mot de pouvoir douleur. Sachant que le mot de pouvoir mort c'est pour 5 ou plus. Donc du coup le robot de soins antique lui, il reste plus que le mot de pouvoir douleur qui en règle générale on préfère réserver pour l'adversaire. Donc voilà, un peu mitigé. Il y a possibilité de faire des choses avec. Je pense qu'il y a largement possibilité de faire des choses avec. Mais ça sera pas aussi facile qu'avec le zombie show. Et sinon, vous l'aurez compris, pour moi, c'est surtout le prêtre qui va l'utiliser. Et sinon, en termes d'arène. Ça. Alors, en standard, je pense que c'est jouable. En libre. À voir, c'est peut-être possible, c'est pas forcément impossible. En arène, quasi injouable. Pour moi, clairement, il est quasi injouable. Parce que vous le prenez... Enfin, c'est pas quasi injouable, j'exagère un peu. Parce que bon, ça reste intéressant quand même le fait d'avoir une 6-6 qui inflige 6 points de dégâts répartis aléatoirement. Mais clairement, c'est pas... Pour moi, c'est pas une carte d'arène. C'est plus une carte pour du format construit un peu fun. Et du coup, forcément, annonciatrice du mal, ancien du crépuscule, clairement pas des cartes d'arène. Enfin si, vous pouvez les prendre en tant que cartes d'arène, parce qu'ils ont des stats correctes, mais ça sera pas les premières. Je dirais, vous avez des bonnes cartes d'arène, vous en avez des mauvaises, elles sont dans le moyen moins. C'est-à-dire que vous pourrez facilement trouver mieux que ça. C'est équivalent à des cartes neutres. En gros, vous avez des cartes neutres sans pouvoir. Tant que vous n'avez pas le Setoon, et comptez sur le fait d'avoir le Setoon en arène, à moins que vous l'ayez déjà, c'est pas la peine. Et puis sinon, ils sont très dépendants de si le Setoon est jouable ou non en libre ou en standard. Le robot de soins corrompu en libre, je pense qu'il sera parfaitement jouable, vu qu'on pourra jouer sur tout l'aspect mecha. En standard, j'ai de sérieux doutes. En arène, c'est une bonne carte.
je dirais moyen plus. Pourquoi? Parce qu'en arène, le fait de rendre 6 points de vie à l'adversaire n'est pas important. Ce qui est important, c'est contrôler le board. Et là, vous avez une C6 pour 5. Donc, ce qui vous permet un bon contrôle de board. Donc, voilà, pour moi, il est moyen plus pour l'arène. Ensuite, on a l'autre piste funeste confirmée. Donc, une 0,7 pour 5, qui, au début de votre tour, voit son attaque passer à 7. Donc, là, je dirais mitigé. L'intérêt, c'est que ça va passer outre le PGH. Alors, sachant que cette carte va être nerfée, à voir ce qui va se passer. Enfin, à voir comment elle va être nerfée. Mais voilà, déjà, ça permet de passer le PGH. Le premier tour, votre adversaire ne peut pas le tuer avec. Donc, il va forcément se prendre 7 points d'attaque s'il ne gère pas la créature. Point faible, il a 0 points d'attaque. Donc, votre adversaire peut facilement le trader. S'il a quoi le trader, il le fait. Mais en gros, pour moi, cette carte-là se joue comme un hospice funeste classique. C'est-à-dire que l'hospice funeste, vous ne le jouez jamais quand votre adversaire avait la possibilité de le trader. C'était pareil, c'était une 0,7 qui clignait tout le board. Votre adversaire, s'il l'avait, il ne le jouait jamais au moment où vous avez possibilité de la trader. Au mieux, ça lui servait éventuellement à protéger 7 points de vie, mais c'était tout. Lui, ça va être pareil. En fait, il va se jouer exactement comme un hospice funeste, c'est-à-dire au moment où vous savez que votre adversaire ne pourra pas la trader. Et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'elle est intéressante. Sachant qu'après, voilà, ça vous fait sinon, à votre prochain tour, une 7,7 pour 5, ce qui est un très bon prix. Donc voilà. Donc en arène, bof, parce que vous n'avez pas forcément moyen de contrôler le board de manière safe, donc il risque très facilement de se faire trader. Après, si vous arrivez à le poser, c'est génial. C'est génial, hein, voilà. Donc en arène, 4 risqués. En standard libre, un mage Freezer pourrait, un mage Frost pourrait réussir à bien l'utiliser parce que il gèle le board, il la pose, à son prochain tour il a une 7-7 prêt à attaquer. Donc voilà. Amasseur vicié, 4-2 pour 4, un peu cher. Râle d'agonie, vous piochez une carte. C'est un amasseur de butin un peu plus fort, mais qui vous coûte aussi plus cher. Donc c'est en 4-2, prix de la carte normalement 3 de mana. Donc ça vous fait piocher une carte pour 1, à condition que le râle d'agonie ne soit pas annulé. Pourquoi pas. Après, le seul problème, c'est que 2 points de vie, il va mourir facilement. Mais en même temps, si vous le mettez dans votre deck, c'est que justement vous prévoyez de la faire tuer. Faut aussi se placer, voilà, dans ce cas de figure, c'est-à-dire que c'est râle d'agonie. Donc, si vous le mettez dans votre deck, c'est que votre but, c'est quand même de piocher une carte. Donc, le fait qu'elle meure, ça vous intéresse. Après, le fait qu'elle ait 4 points d'attaque fait que votre adversaire, quelle qu'il soit la créature qui va vous mettre dessus, il va la perdre. Donc c'est pour ça que dans le cadre d'une créature que vous souhaitez voir mourir, le fait que ça soit une 4-2 et non pas une 2-4 est pour moi très intéressant. Encore ça aurait été, par exemple, vous la jouez, vous piochez une carte, comme l'ingénieur gnome. Là du coup, effectivement, vous la faites passer 2-4. Pourquoi? Parce que vous la jouez, vous avez déjà eu votre carte. Donc après, votre intérêt, c'est plutôt d'avoir la créature qui reste. Alors que là, dans ce cadre-là, votre intérêt, c'est plutôt de voir la créature mourir. Donc voilà. Enfin, après, encore une fois, moi, c'est comment je vois les choses. Hein. C'est... Alors, après, en arène, mitigé. Ah oui, libre standard, pour moi, c'est équivalent. C'est kiff-kiff pour les deux. Il n'y aura pas de l'endroit où il sera plus fort que d'autres. En arène, mitigé parce qu'il peut facilement se faire contrôler par d'autres créatures. Comme le but ça va être surtout contrôler le board, que votre adversaire aura plein de créatures, il aura facilement une créature pour 2 de mana qui se tradera facilement dessus. Alors qu'en standard libre, enfin que ce soit en standard ou en libre, c'est moins évident. C'est moins évident qu'il ait cette opportunité là. Ensuite, donc on va passer à 4 autres cartes. Nous avons le manche secret de 4 pour 4, donc un peu cher pour son prix. Bon, enfin ses stats sont un peu faibles pour son prix, mais cri de guerre détruit tous les secrets adverses, gagne +1/+1
par secret détruit. Alors, c'est ce qu'on appelle une carte technique, c'est-à-dire que cette carte-là n'a qu'un seul but. Cette carte, c'est comme Kezan, c'est-à-dire son seul but, c'est de détruire les secrets. C'est-à-dire que vous jouez contre un deck qui ne joue pas les secrets, elle est nulle. Vous jouez contre un deck qui joue beaucoup de secrets, elle est excellente. Exemple le plus flagrant, paladin secret. Vous jouez ça contre un paladin secret, comme il y a 6 secrets, pomme, elle devient une 8-10. Mais voilà, c'est après, avec tout ce qui va se passer, comme j'ai dit, il faut pas oublier que on a Nasarmas qui va partir, on a GVG qui va partir, donc le paladin secret va quand même se prendre une sacrée claque dans la figure. Parce que l'un de ses secrets les plus intéressants, c'était... ah mince, j'ai oublié son nom, c'est en gros c'est un secret qui faisait que dès qu'un serviteur mourait, ça donnait plus 3/+2 à un autre serviteur. Ça c'était son secret le plus puissant, Ijart. Et il y avait aussi les mini-bots, les robots blindés, hein, qui étaient une horreur, qui boostait vraiment bien le paladin, qui est pareil Ijart. Donc j'aurais tendance à dire ça va être moins évident qu'auparavant pour le paladin, on risque de retomber sur des paladins qui ne jouent plus de secrets. Sachant que ça sera du coup plus utile contre du chasseur et contre du mage, parce que le mage, il garde quand même des secrets très intéressants. Donc voilà. Pour moi, c'est l'équivalent d'une Kezan. Même en détruisant qu'un seul secret, ça vous fait une 3-5. 3-5, ça commence à être correct. Enfin, ça commence à être des stats corrects pour le prix. Et en plus, vous allez détruire un secret adverse. Donc voilà. Pour moi, c'était vraiment temps qu'ils mettent ce genre de carte-là en place. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que le chasseur qui pouvait lutter efficacement contre les secrets. Maintenant, oui, en plus c'est une neutre, donc ça c'est très bien. Donc maintenant, toutes les classes pourront jouer efficacement contre les secrets. Alors, comme j'ai dit, comme le paladin secret va se faire clairement nerfer avec la sortie de 2 des extensions, du coup, sa force sera les moins intéressante en standard. Par contre, elle sera très très intéressante en libre. Parce que du coup, en libre, vous aurez encore du paladin secret. Le paladin secret ne disparaîtra pas en libre. Donc en libre, très intéressante. En standard, ça reste intéressant. Par contre, en arène, quasi aucun intérêt parce que c'est rare que vos adversaires prennent des secrets. Sauf si vous comptez, sauf si vous prévoyez vous battre régulièrement contre du mage. Donc voilà, vous pouvez éventuellement la prendre. Par contre, en arène, vous en prenez qu'une seule, c'est pas la peine d'en prendre plus. Hein. Pour moi, elle est moyen pour l'arène, voire mauvaise. Ensuite, nous avons le ladder perte d'Elwyn. Donc c'est une 6-6 pour 7, cher pour... stat faible pour son prix, mais qui à chaque fois qu'il subit des dégâts, invoque un gnome 2-2 avec provocation. Donc c'est un peu comme le ladder qui existe déjà de base, qui est une 4-4 pour 5, et qui crée un taunt chaque tour. À chaque fin de tour, il vous crée un taunt. Lui, chaque fois qu'il est blessé, il vous en crée un. Donc là, j'aurais tendance à dire, c'est difficile à utiliser en tant que tel pour toutes les classes, excepté le guerrier qui pourra éventuellement réussir à en profiter. Le guerrier pourra en profiter grâce à des tourbillons, etc. Donc voilà. Standard, oui, pour le guerrier, libre. Davantage pour le guerrier, avec notamment les Green Patrons. Et en arène, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas en arène? Parce que du coup, ça vous ajoute du contrôle. Donc ça, oui, éventuellement en arène, ça peut être intéressant. Voilà, c'est pour moi en arène, il aura peut-être un peu plus d'intérêt que en standard ou en libre. Vers des sables, donc 8-8 pour 8, carte chasseur bête, donc déjà il rentre en synergie avec toutes les cartes chasseurs, donc ça c'est bien. Et avec stat correct pour son prix, par contre sensible au BGH, sauf que quand ce serviteur en tue un autre, il peut attaquer de nouveau. Oui, donc en fait il reste sensible plus ou moins au BGH. Encore une fois, ne pas oublier que le BGH va être nerfé, donc à voir. Et du coup ça c'est intéressant parce que du coup on obtient une carte chasseur qui est plus dans du contrôle, c'est-à-dire que vous la jouez, votre but ne va pas être de frapper votre adversaire avec,
Votre but, ça va être plutôt de cleaner le board adverse. C'est vous frappez une créature, une autre créature, une autre créature, une autre créature. Voire vous nettoyez tout le board avec votre créature qui est une 8-8. Donc 8-8, ça veut dire qu'elle peut même gérer un dragon ou un géant. C'est vous jouez une première créature. Une fois que cette créature est gérée, hop, vous allez frapper le dragon ou le géant. Donc ça en fait une carte vraiment très bien. Et au pire, si vous avez géré toutes les créatures et qu'elle est encore en vie, bah boum, 8 points de dégâts sur l'adversaire. Voilà. Donc, à mon sens, cette carte-là va être puissante. C'est clairement pour moi, elle est très intéressante pour du chasseur qui veut s'axer sur du contrôle. Et pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez que voilà, j'ai déjà fait du chasseur bête et que j'ai tendance à jouer un chasseur comme un contrôle, enfin un mid-range contrôle, plutôt que comme de l'aggro. Ensuite, nous avons Résister aux ténèbres, une carte paladin qui coûte 5 et qui invoque 5 recrues de la main d'argent 1-1. Un peu mitigé parce que certes ça vous remplit le board de 1-1 main d'argent, donc c'est très bien, mais il y a tellement de moyens de gérer, de faire de la brasse que à moins de les booster tout de suite, c'est pas terrible. C'est pas terrible. À part en arène. En arène, ça peut être très bien, ça vous remplit le board, l'adversaire n'a pas forcément les moyens de gérer un board rempli, donc en arène c'est très intéressant. Parce que du coup ça vous fait 5 créatures, potentiellement 6 si vous pouvez faire votre pouvoir héroïque, et si vous avez en plus des sorts pour booster les créatures, c'est parfait. Mais voilà, faut avoir de quoi... En construit, il faudrait vraiment voir comment faire. Ça serait peut-être possible, hein, mais à voir. Mais sinon, plus de l'arène. En carte d'arène, je pense qu'elle est correcte. En construit, donc c'est-à-dire standard libre, je suis pas convaincu. Donc voilà. Par contre, après, il faut savoir que toutes ces cartes-là, forcément, vont nerfer aussi des cartes qui jouent là-dessus. C'est-à-dire que vous avez les cartes découvertes qui vous permettent de découvrir un sort. Bah, du coup, ça fait partie des cartes que vous pourriez découvrir. Donc du coup, ça nerfe un peu les découvertes. Ensuite, nous avons donc ces 3 petites cartes-là. Donc nous avons ancienne porte-bouclier, 6-6 pour 7. Pareil, stat faible par rapport au prix. Mais Click Guerre gagne 10 points d'armure si votre Setoun a au moins 10 d'attaque. Donc là déjà, alors la question c'est de savoir est-ce que c'est 10 d'attaque, enfin est-ce que c'est quand le Setoun, quel que soit l'endroit où il est, c'est-à-dire aussi bien dans votre deck que dans votre main, c'est ou en jeu, c'est vous pouvez en bénéficier de ça, ou est-ce que c'est uniquement s'il est en jeu, voire dans votre main. Ça, il n'y a pas encore eu vraiment de réponse là-dessus. Vu comment ça marche pour booster le Setoun, je pense que c'est ou que soit votre Setoun, du moment que votre Setoun a 10 points d'attaque, votre ancienne porte-bouclier vous donne les 10 points d'armure, et ça par contre 10 points d'armure. En gros c'est une 6-6. Donc pour une 6-6, ça veut dire que normalement elle devrait coûter 6 de mana. Maximum. Donc pour avoir 2 points de mana, vous avez potentiellement 10 points d'armure si votre Setoun a 10 points d'attaque. Je rappelle, Setoun a de base 4, a de base 6 d'attaque. Vous avez 2 cartes, enfin vous avez une carte neutre qui donne plus 2 à votre Setoun où qu'il soit, au moment où il arrive en jeu, et une autre qui donne +1/+1 d'attaque à la fin de chacun de vos tours à votre Setoun quand il est en jeu. Sachant que tous les deux peuvent être joués en 2 exemplaires, le Setoun étant joué maximum tour 10, l'une est tour 2, l'autre tour 3, je pense qu'on peut très facilement arriver à un Setoun qui a 10 d'attaque. Donc le cri de guerre me semble être facilement jouable. Donc c'est très violent. Donc très bonne carte si vous jouez avec le Setoun. Donc ce qui veut dire que standard libre, ça dépend de l'efficacité du Setoun. Mais du coup c'est voilà, ça peut être très fort. En arène, moyen moins. Parce que du coup c'est une 6-6 pour 7 dont vous ne bénéficierez pas forcément de l'effet. Ensuite nous avons élu de Setoun. Donc c'est une 4-2 pour 4, stat faible par rapport à son prix, mais avec bouclier divin. Alors sachant que pour moi la règle du bouclier divin c'est que un bouclier divin équivaut à 1 point de stat. Donc pour moi c'est un peu comme si c'était une 4-3 ou une 5-2. On va dire 4-3, ça permet de la rendre moins mauvaise. Donc
elle reste un peu faible. Bon, après, l'avantage, c'est que bouclier divin, donc avec 4 points d'attaque, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Au fait, l'équivalent... Ah, attendez, j'ai dit une connerie, en fait, c'est pas trop mal, parce que la carte qui lui équivaut, c'est l'écuyer d'argent, qui est une 3-1 pour 3 bouclier divin. Là, pour un mana de plus, vous avez une 4 de donc +1/+1 en termes de stats, toujours bouclier divin, et qui en plus, avec la guerre, renforce votre Setoun. Donc en fait, non, elle est entre guillemets un petit peu correcte, juste correcte. Hein. Donc en arène, pourquoi pas, hein, c'est si vous n'avez pas mieux, c'est voilà, elle peut être intéressante, hein, elle peut faire le boulot. Et en construit, bah toujours pareil, ça va dépendre du Setoun. Si le Setoun fonctionne bien, elle est excellente. Si le Setoun ne fonctionne pas très bien, vous pourrez très facilement trouver mieux. Sauf si vous jouez sur les boucliers divins. Ensuite, on a le Tissambre quasi, donc une carte druide, qui n'est pas une bête. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé vouloir compléter ma collection de bêtes, vu que je vais perdre des cartes là-dessus. Mais bon, tant pis. Donc, 4-5 pour 4, un Yeti, quoi. Et qui a crit de guerre, gagne plus 5 points de vie si votre Setoun a au moins 10 d'attaque. Donc, c'est une carte qui, de base, est moyen, on va dire ça comme ça, parce que c'est équivalent à un Yeti. Et qui, si le Setoun fonctionne bien, devient excellente. Elle devient excellente. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que votre Setoun, vous pouvez très facilement, si vous construisez un deck autour du Setoun, la condition, votre Setoun a au moins 10 d'attaque, vous la remplissez facilement. Je veux dire, c'est pour ceux qui disent oui, mais c'est la condition, faut 10 points d'attaque pour le Setoun, tout ça. Prenez Reno. Je vais prendre juste Reno. Tout le monde disait que cette carte-là serait injouable parce que la condition était qu'il vous faisait regagner tous vos points de vie si il ne restait qu'un exemplaire de chaque carte dans votre deck. Est-ce que j'ai besoin de préciser que maintenant, quasiment tous les decks ont un Reno? Enfin, peut-être pas tous, mais une bonne partie des decks ont un Reno et ont construit leur deck de telle sorte à ce que quand ils ont le Reno, il n'y ait qu'un exemplaire de chaque carte dans leur deck. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser, ça? Voilà. C'est quand vous avez une carte comme Tissambre Cassie, dont l'effet est que votre Setoun doit avoir 10 points d'attaque, la question qui se pose c'est est-ce que vous avez la main dessus? Reno, son pouvoir était pété, la condition était difficile, mais en tant que joueur, nous avons la main sur la construction de nos decks. Donc, faire en sorte qu'il n'y ait qu'un exemplaire de chaque carte, c'était faisable, largement faisable. Là c'est pareil, Setoun on le met dans notre deck. Déjà la condition c'est il faut qu'il y ait Setoun. Avoir Setoun dans le deck, pas de souci, on peut. Ensuite, deuxième condition, il faut réussir à le faire passer à 10 points d'attaque. On a l'île de Setoun, on a l'annonciatrice, comment elle s'appelle déjà? On a Annonciatrice du Mal, Ancien du Crépuscule. Et je pense pas que ça soit les seules cartes qui vont augmenter le Setoun. Et les deux cartes qui l'augmentent en cri de guerre, c'est plus de plus 2. Donc il suffit que vous en jouez 2. Ça y est, c'est terminé. Votre Setoun, il a les 10. Très facile. Très facile. Vous construisez un deck autour de Setoun, c'est très facile de pouvoir le faire passer à 10. Donc pour moi, excellente carte en standard libre. Et en arène, je dirais correct plus. C'est-à-dire que vous avez le choix entre ça et un Yeti, vous prenez ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au cas où vous tombez sur le Setoun, c'est tout bénéf pour vous. Alors que le Yeti, bah, c'est exactement l'équivalent de ça, donc voilà. C'est comme par exemple pour l'annonciatrice du mal, hein. Vous avez le choix entre ça et un Crocolique. Enfin un crocodile. Le crocodile de 3, hein, c'est. Bah, vous prenez ça, hein, c'est. Au cas où vous tombez sur le Setoun, ça peut toujours être mieux que le crocodile. Par contre après je suis d'accord que entre ça et un amasseur de butin, non pas un amasseur de butin mais un jongleur de couteau, pour l'instant vous prenez plutôt le jongleur de couteau. Vous avez plus de chances d'utiliser son effet que elle. Donc voilà. Donc ça je dirais en arène, ça se prend facilement. En construit, elle peut devenir très puissante. Surtout que, voilà, on parle du druide, donc de la classe qui a la possibilité aussi de donner provocation facilement à ses créatures. Imaginez ça. 4-10,
vous prenez la première carte druide qui donne provocation, celle qui fait plus de plus 2, et provocation. On passe d'une 4-10 à une 6-12. Je vous laisse réfléchir à la violence de la chose. Ensuite, flamme interdite. Alors ça, ce sont des cartes interdites qui ont des effets particuliers. Donc, ouais, voilà, elles ont des effets un peu particuliers, un peu bizarres. Le principe, c'est qu'elles coûtent 0 et elles vont prendre le mana qui vous reste pour faire un effet en fonction de ça. Alors déjà, on a flamme interdite. Dépense tous vos cristaux de mana, inflige l'équivalent sous forme de dégâts à un serviteur. Alors, c'est un peu mitigé parce que le mage a beaucoup de sorts dont le ratio est meilleur que les flammes interdites. Par contre, après, son avantage, c'est qu'elle est jouable à n'importe quel moment. C'est son seul et unique avantage en réalité. C'est qu'elle est jouable à n'importe quel moment, quel que soit le nombre de mana qui vous reste. Je veux dire, vous pouvez même la jouer pour 0 de mana, du moment que vous avez des serviteurs avec dégâts des sorts. Elle vous fait quand même des dégâts derrière, hein. C'est juste un sort qui fait 0 points de dégâts, mais parce que vous avez 2 créatures avec plus 1 en dégâts des sorts, elle va faire 2 points de dégâts quand même. Donc son intérêt, c'est plutôt qu'elle est polyvalente. Voilà, ça peut être joué à n'importe quel moment, etc. Après, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée. Hein. Pour tout vous dire, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée. En arène, elle peut être intéressante. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément possibilité de tomber sur vos boules de feu, etc. Ça vous paraît quand même du contrôle. Et en arène, on épuise quand même assez rapidement nos cartes. Donc, on finit par ne plus rien avoir à jouer. Donc, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Mais voilà, c'est assez mitigé quand même là-dessus. Le mage a quand même beaucoup de sorts déjà à disposition, et le fait que ça cible qu'un serviteur et non pas un serviteur ou joueur, ça la rend encore moins intéressante. Mutation interdite, dépensez tous vos cristaux de mana, invoque un serviteur aléatoire du même coup. Moi j'ai envie de dire, alors je peux comprendre qu'il y en a qui vont pas aimer ce genre de carte là, parce que voilà, c'est complètement random, c'est totalement random, c'est du random pur et dur. Mais je trouve que c'est dans l'esprit du prêtre, ça peut être sympa. Donc après, là où je vais être d'accord, c'est que si jamais vous voulez la mettre pour avoir potentiellement par exemple une Sylvanas tour 6, autant de mettre une Sylvanas effectivement, plutôt que de mettre ça. Mais la même chose que pour les flammes interdites, son avantage, elle a quand même un avantage par rapport au fait de poser une vraie Sylvanas. C'est que la Sylvanas, c'est clair, vous l'avez à coup sûr, voilà, on est d'accord. Mais la mutation interdite, vous pouvez la jouer à n'importe quel moment. Ce qui veut dire que vous pouvez la jouer quand vous avez 0 cristaux de mana, quand vous en avez 1, 2, 3, 4. En fait, à n'importe quel moment où vous considérez que vous avez besoin d'un serviteur. Vous la jouez quand vous avez besoin d'un serviteur. Et au pire, vous attendez, genre, d'avoir 10 cristaux de mana, vous la balancez. Et normalement, il y a Eldemort qui fait partie du lot, hein, je veux dire. Vous pouvez obtenir Eldemort pour 0. Enfin, ça vous faut 10 cristaux de mana, mais vous avez Eldemort qui apparaît en jeu sans faire son drawback. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, c'est... Attention, après je ne dis pas que c'est une excellente carte, je dis carte à voir. Elle pourrait être intéressante, comme elle pourrait être moins intéressante. Et en arène, je dirais qu'elle est intéressante à mettre en place parce que, voilà, là par contre en arène, qu'on ne sort pas que on préfère prendre une Sylvanas ou autre. En arène, c'est vous la jouer. Vous pouvez potentiellement tomber sur de la merde, on est d'accord là-dessus. Mais vous pouvez aussi potentiellement tomber sur des bonnes cartes. Donc après avoir aussi ce qui est proposé à côté, hein, mais pour moi, en arène, elle est correcte. Voilà, juste correcte. En construit, il faudrait vraiment voir à terme. J'ai à la fois des doutes sur le fait qu'elle soit intéressante et à la fois je me dis qu'elle peut l'être. Donc voilà. Peut-être plus dans des decks fun, mais dans du construit, pourquoi pas. Et ensuite, on a une carte paladin qui est le soin interdit. Dépensez tous vos cristaux de mana, rend 2 fois équivalent en points de vie. Donc là, par contre, c'est là, il n'y a pas de doute, c'est un excellent sort de soin. Alors certes, vous pouvez avoir des sorts de soin plus intéressants, entre guillemets, pour le même prix.
C'est-à-dire des cartes qui vont vous soigner de 6 et vous permettre de piocher 3 cartes. Là-dessus on est d'accord. Sauf que son intérêt, encore une fois, c'est qu'elle peut être jouée à n'importe quel moment. Voilà, vous avez des créations de mana, vous jouez une carte à 5, une créature à 5 par exemple, vous la jouez elle, vous regagnez 10 points de vie. Voilà. Je dirais que l'intérêt des sorts interdits, parce que je pense qu'ils vont tous être comme ça, aussi bien pour le druide que le guerrier, le voleur, etc. Leur intérêt, c'est qu'ils peuvent être joués à n'importe quel moment. Voilà, pour moi, je pense que c'est surtout là leur principal intérêt, c'est qu'ils peuvent être joués à n'importe quel moment. Après, leur effet n'est pas forcément terrible, mais faut se dire que leurs effets ne sont pas terribles pour compenser leur polyvalence à être joué quand on veut. C'est-à-dire, vous n'êtes pas limité à devoir attendre d'avoir des cristaux de mana. Vous pouvez jouer tour 1 si vous voulez, vous pouvez jouer tour 2 si vous voulez. En quelque sorte, ce sont des cartes qui vont vous permettre d'éviter de perdre du mana. Voilà. C'est des cartes qui vous empêchent de perdre du mana. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près mon avis général sur la question. Alors, je vais pas tout de suite mettre fin. Alors pour ceux qui veulent arrêter, vous pouvez arrêter là, parce que là, ce qui va suivre, c'est un petit débat. Le type débat parce que en regardant sur les forums, j'ai vu qu'il y en avait qui traitaient ceux qui prenaient les précommandes dès maintenant de moutons, de couillons, voilà, pour rester dans les termes polis. Moi, j'ai envie de vous dire non. Non, ils ne sont pas forcément des moutons de le faire. Ils ne sont pas forcément idiots de le faire. Pourquoi ? Parce que ceux qui vont précommander, vous avez parmi ceux qui le font, ceux qui savent que de toute manière, ils vont prendre à l'achat de 40 boosters quand l'extension sortira pour avoir les cartes. Parce qu'ils savent qu'il y a des cartes qui seront intéressantes. Je veux dire, de toute manière, quoi que vous fassiez, bon, excusez-moi là pour ce que je viens de faire, mais voilà, quoi que vous fassiez, il y aura forcément des cartes intéressantes. On l'a vu. C'est ne serait-ce que celle-ci, elle est intéressante. Je veux dire, elle peut valoir le coup qu'on la prenne. Donc, le fait qu'il y aura forcément des cartes qui seront intéressantes, qui seront prises, vous avez des joueurs qui savent d'office, qui vont acheter un pack de 40 cartes. Et là, il y a une précommande qui leur propose, voilà, pour le même prix que le pack de 40 cartes, vous en avez 50, donc 10 boosters de plus, et vous avez un autre carte. Je veux dire, en quoi c'est être idiot de prendre la précommande dans ces cas-là ? C'est la personne, elle sait que de toute manière elle va l'acheter. Alors autant qu'elle achète effectivement la précommande qui est plus avantageux que le pack de 40 boosters au moment où ça sortira. Pareil, autre cas, il y a aussi ceux qui prévoiraient pas forcément d'acheter les 40 cartes, mais qui ont déjà toute la collection, ou ont toutes les cartes qu'ils veulent dans les collections existantes. Je veux dire, plutôt qu'ils payent 40 € pour des boosters dont ils connaissent déjà le contenu mais qu'ils ont déjà toutes les cartes qu'il leur faut, autant qu'ils les dépensent dans la nouvelle extension, où là il y a des cartes qui certainement les intéresseront et qui n'ont pas encore. Et dans ce cas-là, autant qu'ils prennent la précommande, parce qu'au moins ils savent qu'ils auront plus de boosters supplémentaires, donc encore plus de chances d'avoir les cartes qui vont les intéresser dans la nouvelle collection. Donc voilà. Et pour les débutants, plus ceux qui n'ont pas encore toute la collection, les débutants, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire plutôt qu'ils achètent du booster classique, mais voilà, c'est précommandé, c'est peut-être pas non plus idiot, parce que ça leur permet d'avoir 50 cartes, enfin 50 boosters d'une extension qui sera valide pendant 2 ans, c'est-à-dire l'année en cours plus la prochaine année. Donc déjà, ça leur évite de devoir renouveler leur collection. C'est parce que là, clairement, pour moi, un débutant, je lui conseille davantage d'acheter, de prendre la précommande pour les dieux très anciens, que d'acheter 40 boosters de GVG. Parce que GVG ne servira plus qu'après pour le libre. Alors que les dieux très anciens serviront pour le libre et le standard. Et un débutant a clairement plus de chances de gagner en standard qu'en libre. Pareil pour ceux qui n'ont pas toute la collection, même s'ils ont possibilité de lutter. Et alors, sachant que ceux qui n'ont pas toute la collection,
En règle générale, c'est pas ceux qui vont payer 50 € pour avoir 40 boosters. Donc, en plus, c'est même pas ceux qui vont acheter les précommandes. Ou s'ils achètent la précommande, c'est juste qu'ils veulent avoir une base à peu près correcte dans la nouvelle extension pour s'amuser avec, pour tricker un peu, pour voir à peu près quelles seraient les cartes importantes à avoir dans cette nouvelle extension, etc. Donc pour moi, ceux qui prennent des précommandes ne sont pas des idiots. C'est juste que... Alors, ce sont des idiots si... Non, même pas, c'est dans le cadre d'un jeu de cartes, prendre une précommande, ce n'est pas être idiot. Même si on ne connaît pas toutes les cartes, c'est pas être idiot. Parce qu'on sait que de toute manière, on va acheter des cartes, des boosters dans cette extension-là. Et on sait que 50 boosters, 40 boosters, ça sera pas forcément suffisant. Il en faudra plus. Alors autant acheter un pack de 50. Si on est prêt à débourser des euros pour payer un pack de 40 cartes, autant les débourser pour prendre la précommande à 50 qui est plus avantageux. C'est une question de logique. Là où je suis éventuellement d'accord pour dire que acheter une précommande c'est idiot, c'est pas dans le cadre d'un jeu de cartes, c'est dans le cas d'un jeu qui n'a même pas commencé à être développé. Là, oui, c'est idiot. Parce qu'on n'est même pas sûr que le jeu sera fait, on ne sait pas ce que va donner le jeu, etc., etc. Même s'il m'est arrivé de prendre des early access, mais bien souvent je l'ai fait en sachant que le jeu était déjà, entre guillemets, quasi fini. Le jeu que j'ai pris qui était le moins fini, c'était Mordheim, et ce qui manquait, c'était uniquement la campagne. Il manquait juste la campagne. J'avais déjà largement de quoi m'amuser avec le système de combat qu'ils avaient mis en place. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que les gens qui précommandent sont des idiots. Surtout dans le cas d'un jeu de cartes, où de toute manière, vous savez que vous allez acheter les boosters pour avoir les cartes. S'il y a un cas où une personne serait idiot d'acheter une précommande, c'est si de base, il n'aurait pas payé pour avoir les 40 boosters. Un joueur qui ne payerait pas pour avoir le pack de 40 boosters, ça serait effectivement idiot de sa part de payer pour avoir les 50 boosters. Sauf si c'est un collectionneur de 2 de cartes. Mais bon, payer 50 € pour avoir juste le 2 de cartes, sachant que de base tu n'aurais pas payé pour avoir les 50 cartes. Bon, enfin pour avoir le pack de 40 cartes. Ça j'avoue c'est un peu bizarre. C'est moi-même, s'il m'arrive parfois de me dire ah merde, j'aurais bien acheté un truc parce que voilà, il y a tel truc que j'aimerais bien avoir. Sauf que si c'est pour avoir le truc qui coûte limite 5 € tout seul et je paye 45 € pour avoir des trucs en plus à côté qui m'intéressent pas, bah, tant pis, j'achète pas parce que je veux pas les trucs qui m'intéressent pas à côté quoi. Moi, il y a le truc que je veux, bah tant pis, je passe à côté. Hein. Je l'aurai pas, mais voilà. Donc voilà. Et oui, vous vous en doutez, moi j'ai précommandé parce que je sais que de toute manière, j'aurais acheté le pack de 40 cartes. Pourquoi ? Bah parce qu'en même temps, il faut que je puisse avoir les cartes pour vous montrer un petit peu vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec Setoon, parce que je prévois clairement vous faire une vidéo là-dessus, hein, de vous créer un deck Setoon, de jouer avec, voire même en faire un pour chaque classe, si c'est possible, hein, voilà. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas idiot d'acheter une précommande dans le cas d'un jeu de cartes. Donc voilà. C'était fin du débat. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus. Et ciao ciao.